Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs ? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Bonjour à tous, bienvenue dans l'épicerie culturelle du territoire. Anne Pia au micro, alors je suis ravie de vous accueillir, nous serons ensemble pendant 1 heure. Aujourd'hui, nous allons parler du livre d'artiste. Le livre d'artiste, souvent confondu avec le livre d'art, fruit d'une véritable collaboration entre artistes, un dialogue, un chemin à emprunter ensemble. Alors Michel Butor en a parlé très très joliment, et notamment par rapport à cette collaboration avec les artistes, il a dit « Ne me laissez pas seule avec mes paroles, balbutiements, bafouillements, radotages et ruminations. J'ai le plus grand besoin de vos images, de vos fenêtres qui s'ouvrent sur le geste et la couleur. Permettez-moi de voir en votre compagnie ce qui est très très joli, poète bien sûr évidemment. Alors pour parler de ce sujet, je suis avec 3 personnes dans le studio, 3 artistes. Daniel Berthet, bonjour. Bonjour. Artiste peintre, graveur. Michel Dunant, poète. Bonjour Michel. Bonjour. Patrick Chemin, poète, auteur de pièces de théâtre, musicien. Et tout à l'heure, nous aurons aussi en ligne Odile Gasquet, qui est plasticienne, avec qui, Daniel, tu travailles. Voilà. Alors, j'ai peut-être déjà une question aussi, des questions qu'on peut se poser, et peut-être faire, ce qui serait bien, ça serait de faire le point sur la définition, en fait, de ce livre d'artiste. Dire à nos auditeurs, qu'est-ce que c'est, en fait, peut-être pour vous ? Qu'est-ce qui veut prendre la parole ? Oui, moi je vois bien. Un livre d'artiste, c'est un... Alors, j'ai la définition Wikipédia. Mm-hmm. C'est une œuvre d'art prenant la forme ou adoptant l'esprit d'un livre et entièrement conçue et réalisée par l'artiste ou les artistes. Voilà, sont des œuvres originales, c'est ça. C'est vraiment ça. Des œuvres originales. Ce sont des œuvres originales avant tout, qui sont fabriquées. Enfin, le livre lui-même est fabriqué par le ou les artistes, le plasticien, l'auteur, voilà. Alors ça, c'est la définition, voilà. On va dire, un peu plus officielle. Voilà, maintenant, vous, personnellement, finalement, ce livre d'artiste, comment vous le définiriez-vous ? Moi, j'ai découvert le livre d'artiste avec ma collaboration avec Pierre Leloup, il y a 43 ans de ceci. Et c'est une aventure commune. C'est une vie qu'on mène ensemble. Je passais beaucoup de temps dans son atelier, à le regarder peindre. Et cela m'inspirait. Et il y a quelque chose de très important dans le livre d'artiste, c'est qu'aucun n'illustre l'autre. Chacun va sa propre direction. J'ai eu l'occasion aussi de travailler avec Daniel sur 2 livres d'artistes et j'y ai retrouvé la même liberté. Elle était tout à fait libre d'aller dans son sens et on se retrouvait au bout. Très bien. Michel, vous voulez rajouter quelque chose ? Michel Dunant sur... Alors, moi, je peux te dire, bien sûr. Le livre qu'on vient juste de faire avec Michel, Michel a vu des gravures de moi, qui était dans un thème, dans une exposition dont le thème était résistance. Et là, il m'a demandé si je voulais bien faire un livre avec lui, donc sur un thème résistance aussi. Voilà. Alors, on en reparlera dans un petit moment. D'accord. Après, c'est vrai que je trouvais que c'était aussi important de pouvoir parler quand même de cette notion même d'indépendance dans le travail, en fait, de collaboration autour de ce livre d'artiste qui est quand même très important. Oui. Et il y a quelque chose de très joliment dit aussi par le fondateur de... le fondateur d'Ancrage & Co, donc la maison d'édition de livres d'artistes de référence, Roland Chapard. Il écrira en 82, dans Donner à voir, Paul Éluard explique très bien, dès 1939, comment il entendait ce rapport entre l'image et le texte. Et il dit, pour collaborer, peintres et poètes se veulent libres. La dépendance abaisse, empêche de comprendre, d'aimer. Il n'y a pas de modèle pour qui cherche ce qu'il n'a jamais vu.
À la fin, rien n'est aussi beau qu'une ressemblance involontaire. Moi, je trouve ça extrêmement joli. Bon. Oui. Si vous voulez bien réagir. Celle-là, oui. Alors oui, je reprends un peu ce qu'a dit Patrick tout à l'heure. C'est vrai que dans un livre d'artiste, il y en a pas un qui illustre l'autre ou l'autre qui décrit le premier. C'est vraiment on est deux à parler de la même chose mais avec des langages différents. Pour moi, c'est vraiment ça. On se retrouve dans le livre, chacun avec son langage et avec un sujet commun. Alors chacun à sa manière. Certains, ce sont des mots et d'autres, voilà. des dessins, des images. Voilà. Alors pour lancer l'émission, on va écouter ce que pense Renaud des mots. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs ? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. C'est un rêve. Il me poursuit jour et nuit. Je vois Mariupol en habits pimpants. Je vois la ville en jaune, en rouge, en vert, en bleu. Les couleurs de Sonia Delaunay, l'enfant du pays. Ton pur, joyeux. La paix règne et la liberté triomphe à nouveau. La guerre a déclaré forfait, fatigué. Quelle résistance ces arbres. Merci, merci Daniel. Donc vous venez, tu viens, on se tutoie, tu viens de lire un extrait d'un poème du dernier recueil Un pont des fleuves de Michel Dunant. Peut-être, Michel, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu plus ce recueil qui va sortir en mai? Qui est déjà sorti. Qui est déjà sorti. Aux éditions Jacques André, donc en 2023. Un recueil de voyages, un de plus. On ne sait pas trop si c'est voyage intérieur ou pas. J'ai lancé l'idée de 14 ou 15 recueils de voyages. Et celui-ci, c'est le 14e, sous le titre Un avant-goût du vent. Voilà. Je suis un poète du voyage, enfin, paraît-il. Hein. Ouais. Oui. Moi, j'essaye. Oui. Un poète du voyage. Définir, j'ai toujours du mal avec les définitions. Mais finalement, c'est peut-être pas votre Surtout rôle de celle définir, la poésie, mais même celle du livre d'art d'ailleurs, du livre d'artiste. Oui. D'expliquer. Non, ce n'est pas mon rôle. Oui, exactement. C'est peut-être que Daniel pourrait plus en parler. Mon rôle, c'est de voyager dans l'inconnu et de faire voyager les autres dans l'inconnu, dans l'indéchiffrable. Donc, toujours difficile de parler de ce que c'est que la poésie et encore plus de parler des camps. Hein. Là, il s'agit d'un stalag et encore plus des camps de représailles dans lesquels a séjourné mon père. Alors, on va en parler aussi juste après, puisque vous avez fait un travail de livre d'artiste avec Daniel Berthet, Michel Dunant. Alors, je vais vous présenter Daniel Berthet. Je vais commencer par vous présenter pour ceux qui vous connaissent peu ou mal. Oui. Dire qui vous êtes. Donc, une artiste très complète, j'allais dire, dans votre même manière de voir les choses. Vous êtes dessinatrice avant tout, graveur, peintre, mais je crois vraiment graveur. Vous avez quand même ce médium de prédilection. Oui. Maintenant, oui. Depuis une dizaine d'années, c'est surtout la gravure, oui. Mais alors, toujours le dessin, depuis toujours et toujours. Vous exposez régulièrement en France et à l'étranger. Vous avez un vrai goût, en tout cas, pour les collaborations avec d'autres artistes. Oui. Que ce soit par la création de livres d'artistes ou avec des poètes, des écrivains, ou par la création d'apostilles. Donc vous nous direz ce que c'est que ces apostilles, parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ne sait pas exactement ce qu'il en est. Sûrement. Et en tout cas, je voulais aussi citer en tout cas ce que vous avez dit dans le livre Le temps susceptible des saisons. Quel beau titre. Un entretien réalisé par Marie-Philippe Deloche, édité aux éditions Faux l'Asile. Concernant les mots, vous avez dit « J'ai appris à utiliser les mots, c'est fantastique. Ça a changé ma manière de penser mes projets et de les préparer. J'avais depuis longtemps besoin des mots, j'en mettais partout. Rarement les miens, j'avais besoin des mots des autres. C'est pour ça que j'aimais faire des livres d'artistes, pour être accompagnée. » Non, je me suis plantée. C'est pour ça, ça doit être ça que j'aimais faire des livres d'artistes,
pour être accompagné des mots des autres, c'est ça. Oui. C'est un besoin, une chaleur, un partage. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Parce que finalement, vous parlez de l'importance des mots et finalement, vous allez passer vos journées à dessiner. Oui. Je dessine avec les mots. Quand j'ai envoyé un petit projet à Patrick, il y a déjà pas mal de temps, j'ai commencé le projet en lui disant je suis dans mon atelier, vos mots, on se connaissait pas du tout, je l'avais jamais rencontré, je savais qui il était, Patrick mais Chemin. je ne le connaissais pas vraiment. Donc je lui ai envoyé un petit mot en lui disant vos mots se baladent dans mon atelier. Enfin, en gros, je disais ça. Et moi, je dessine avec. Et en fait, c'est vraiment ça. J'ai besoin des mots des autres, ceux des poètes surtout ceux des poètes. Je suis trop seule dans mon atelier. J'ai besoin de la solitude. Je l'aime, cette solitude d'atelier. Elle est essentielle. La plupart du temps, je suis seule dans mon atelier. Mais il y a des moments de désespoir, vraiment, d'être seule, justement, et où j'ai besoin des mots des autres, et j'ai besoin des autres avec leurs mots, surtout. C'est les mots qui me touchent, plus que les paroles. Les mots. Alors, est-ce qu'on peut parler de dialogue? D'une certaine manière, oui. Oui, c'est quelquefois c'est des réponses qui vont et viennent, on se répond comme ça. Quelquefois non, j'ai un texte entier et je travaille avec. En général, quand j'ai un texte, je le lis une ou deux fois, pas plus, et après je le laisse de côté. Je veux préserver ce qui vient tout intuitivement comme ça. J'y touche plus et je ne m'en occupe plus. Je fais autre chose. Je laisse faire tout seul. Et quand j'ai un début de quelque chose, je commence à tirer le fil de la pelote. Là, je m'y mets et là, j'ai besoin du texte en permanence. C'est comme ça que je travaille avec les textes. Alors, c'est intéressant aussi de vous écouter tous aussi, et notamment Michel Dunant, avec qui vous avez collaboré autour de votre dernier livre d'artiste ensemble, intitulé Mossberg 1942. Alors, est-ce qu'on peut parler de Mossberg? Je l'ai mal dit. Mossberg. Michel Dunant, est-ce qu'on peut parler de titres du livre d'artiste? Est-ce que c'est le... On va peut-être écouter le texte, non? C'est peut-être... Alors, on peut l'écouter, effectivement. Mossberg, 1942. Bâtiment à la chaîne, en bois. Mossberg, 1942. Stalag 7A. Le camp de prisonniers le plus peuplé répertorié. Des milliers et des milliers de soldats vont y séjourner. Peu de temps parfois. De la boue, barbelés, Mirador et compagnie. Mais mon père attend ici des jours plus noirs encore. À 2 pas, la gare. Un convoi se met en place. On le verrouillera. Stalag 7A, Sud-Bavière, ultime étape avant le pire. C'est fort, c'est fort. Ouais. Michel Dunant, vous pouvez peut-être nous expliquer quelle a été aussi l'envie de réaliser un livre d'artiste autour de finalement ce voyage qu'a vécu votre père. Enfin, est-ce que je peux parler de voyage? C'est délicat de dire ça comme ça. Oui, c'est un voyage, c'est de la déportation, oui. Mon père s'est retrouvé à Mossberg en attendant, donc, comme je dis, le pire. Alors le pire, c'est un camp de représailles qui s'appelle Ravouska en Ukraine. C'est pour ça que je suis lié à l'Ukraine, vous voyez. Tout à l'heure, il était question de l'Ukraine. Je suis d'ailleurs président d'une association qui s'appelle Ceux de Ravouska et leurs descendants. Donc, avant d'aller dans ce camp de représailles en Ukraine, il a séjourné à Mossberg. Alors, qu'est-ce que c'est que ces camps de représailles? Ce sont des camps disciplinaires, des camps de redressement pour les
pour les soldats de guerre évadés. Quand on s'évadait 2-3 fois, on pouvait être envoyé dans des camps de représailles. Avant, voilà, il a séjourné à Moosburg, dans le sud de la Bavière. Mais il est sorti de ces camps de prisonniers? Vous avez eu... Oui, il a séjourné pendant 2-3 ans dans des stalags, dont celui de Moosburg. Et ensuite, il s'est retrouvé déporté après un voyage de 7 à 9 jours en Ukraine. Et ma question, c'est est-ce que vous avez discuté aussi avec votre père de ce qu'il a vécu là-bas? Avec mon père, c'était un peu discuter avec le silence. Oui, on arrive à discuter avec le silence. Il ne répond pas tout de suite. En fin de vie, oui, il était dans une maison de retraite, un EHPAD, et là, chaque dimanche, je lui posais quelques questions. Oui, il faut vraiment, voilà, j'allais dire, travailler la personne pour qu'elle dise les choses. Mais la poésie, c'est toujours un peu de l'indicible, mais quand on parle des camps, c'est encore l'indicible, c'est encore plus, l'indicible de l'indicible. Voilà, donc ça vous explique pourquoi je suis lié à l'Ukraine, d'où ce texte tout à l'heure. Je devais retourner en Ukraine pour les 80 ans des premiers convois vers Ravarouska, et il y a eu cette guerre en Ukraine. C'est pour ça que j'ai écrit 7 textes sur l'Ukraine, dont le texte Mariupol. Alors ma question aussi, c'est Michel Dunant, pourquoi finalement vous avez eu besoin de collaborer? Alors est-ce que c'est besoin, le mot peut-être pas, vous allez me dire. Envie ou besoin peut-être de collaborer en fait autour d'un livre d'artiste avec Daniel Berthet qui, de par ses dessins, raconte aussi cette histoire qui accompagne l'histoire que vous écrivez à travers vos poèmes. Ce qui nous réunit, je crois, c'est l'amour du peu. Moi, je suis un poète du peu. Il y a un poète qui m'a envoyé dernièrement un recueil et il y avait ces mots « magie du peu ». Alors là, je me retrouve totalement. Et dans l'œuvre de Daniel Berthet, avec laquelle j'ai déjà collaboré, il y a ça. Il y a du silence, comme chez moi, il y a du peu. Et c'est tout à fait suffisant. Ça en dit long, le peu. Alors, je surtout crois à notre époque, l'époque de l'immédiateté, qui n'est pas l'instant présent, et de la quantité, le peu et la lenteur, il faut les remettre à l'honneur. Alors, je trouvais que justement, là, j'ai envie de dire 2 choses. Je vous ai écouté et j'ai vu aussi des choses vous concernant. Je crois qu'en commun, vous avez un père quand même assez silencieux, taiseux. Je trouve que le livre d'artiste, je suis allée, Michel Dunant, vous m'aviez parlé d'un endroit assez extraordinaire que je ne connaissais pas, que j'ai découvert samedi, qui est le manoir du livre, qui est consacré en fait au livre d'artiste. Je me suis retrouvée en fait dans cette exposition seule avec tous les livres, et j'ai été très très émue en fait de ressentir finalement quand vous parlez du peu, quand vous parlez, c'est un endroit unique aussi parce qu'il se dégage. C'est la Mecque du livre d'artiste, c'est le sanctuaire avec un grand S. C'est vraiment un endroit incroyable. Oui. Si vous avez envie vraiment si vous êtes sensible, en tout cas à la poésie, aux mots, et vous parliez de lenteur, et j'ai vraiment senti, moi je me disais tiens c'est drôle, il y a à travers ces livres d'artistes, on prend le temps en fait de poser chaque lettre finalement, chaque mot, chaque couleur, avec une certaine indépendance, liberté, finalement où le rythme est dirigé par personne, ça peut être lent ou rapide, mais il y a quand même dans cette, j'ai vraiment en tout cas ressenti cette, comment dirais-je, cette lenteur et ce silence et ce côté manuel qui nous fait prendre un chemin peut-être bien au-delà de ce que les artistes aussi ont peut-être voulu donner à un moment donné. Et je me dis, quand vous êtes en face de ce livre d'artistes que vous avez co-construit, qu'est-ce qui change d'avant et après? C'est-à-dire, vous, avant la réalisation de ce livre, Michel Dunant, une fois que vous avez aussi l'œuvre complétée par les dessins
par les gravures de Daniel, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça vous apporte? Et vous, de la même manière, Daniel, de quelle manière ça vous a nourri? De quelle manière vous avez travaillé? Tout ça, c'est quelque chose aussi qui est intéressant, aussi pour nous. Alors, moi, je peux dire, voilà, quand Michel m'a envoyé le texte, alors j'ai fait comme d'habitude, c'est-à-dire j'ai laissé de côté un moment et je l'ai ensuite repris. Alors j'ai eu la sensation, enfin le sentiment, plus exactement, de n'avoir rien à ajouter. Je me suis vraiment demandé ce que je pouvais apporter, moi, à un texte comme ça, qui est, Michel le dit, c'est un poète du peu. C'était, voilà. Un poète je me du suis peu, mais le peu, c'est beaucoup. Oui, Voilà. c'est beaucoup. Mais je me suis quand même vraiment demandé ce que je pouvais apporter. J'ai fait beaucoup de croquis préparatoires, beaucoup trop, D'ailleurs, évidemment. il y a certains poètes qui refusent les livres d'artistes parce que tout est dit. C'est le titre d'un recueil, Oui. d'ailleurs. Alors, Et finalement, j'ai sélectionné quelques dessins que j'ai envoyés à Michel pour lui demander si ça correspondait à ce qui voilà. Ben, moi, j'avais pas de. Non, c'est vrai, il m'avait voyais donné. rien, moi. Non, il m'avait Donc, moi, donné je aucune. dis toujours oui. Hein, Ouais. hein. Voilà, à ce qui vient, c'est. Mais j'en c'est ai autre chose. enlevé encore C'est et une enlevé. troisième personne. Ouais. alors c'est Une un trinité. livre, c'est bien aussi de le dire aux auditeurs. Où est-ce qu'on peut l'acheter, ce livre? Comment il est édité? Est-ce qu'il est en combien d'exemplaires il est édité? Voilà, Comment ça il faut se en parler passe? de tout ça. Ce sont des toutes petites séries. Enfin, c'est même pas une série. Il y a 12 exemplaires. Moi, je fais des livres d'artistes pratiquement toujours en 12 exemplaires. C'est moi qui les fabrique. Il n'y a pas d'éditeur. Pour en acheter, oui, c'est possible. Il faut s'adresser à Michel, qui en a. Je lui en ai donné Voilà. quelques-uns. Ouais. Moi, j'en ai d'autres. Et voilà, ça se passe comme ça. Il faut savoir que le prix d'un livre d'artiste n'a rien à voir avec celui d'un livre d'art. Ce sont des une œuvre œuvres d'art. originales. Donc, évidemment, C'est le prix ce d'une sont œuvre des d'art. dessins originaux. Donc, c'est un certain prix. Il y a peu de gens qui connaissent les livres d'artistes et on les voit dans des salons, livres d'artistes, à Lucinge, Dans des salons. dans la maison de Il y a Butor. des bibliothèques qui Ouais. se font une collection de livres d'artistes. C'est le cas de la bibliothèque d'Annecy. Oui, Et parfois, voilà, il y a des journées où on peut consulter tous ces livres d'artistes. On en trouve à la Maison de la Poésie d'Annecy que j'ai fondée. Il y a un meuble qui regroupe des livres d'artistes. Voilà, pour moi, ça s'inscrit dans une démarche à la Maison de la Poésie d'Annecy. Il y a des expositions, il y a de la poésie, bien sûr, et il y a aussi une ouverture à la musique, même à la création musicale contemporaine, musique classique contemporaine. Alors, on va marquer la deuxième pause musicale avec l'espoir de Bernard Lavillier et Jeanne Chéral. Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains, votre radio. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Collaborer, raconter une histoire, faire mémoire. Nous parlons aujourd'hui dans l'épicerie culturelle du territoire du livre d'artiste. Mon père, ton absence est comme une pierre. Je dois te parler avec mon cœur pour atteindre ton silence. Le cœur de la pierre est un lieu de lumière qui vibre. Mon père, te voilà isolé, défini par le tumulte du temps. Arrêté. Je te parle en secret, avec toute la pudeur que nécessite le respect de ton être. Je te parle sans attendre de réponse. La réponse est au fond de mon cœur. Patrick Chemin. Merci Patrick pour ce beau texte. Merci à Michel de l'avoir lu, de vous avoir lu. Alors décidément, j'ai l'impression que le père, mon père, notre père a un rôle quand même majeur dans nos vies. Moi, je pense, je parle beaucoup plus à mon père depuis qu'il est disparu que je ne lui ai parlé quand il était vivant.
quand il est décédé, j'ai tout de suite fait un livre qui s'appelait Guisane. Et ce livre, c'était une conversation. J'aime bien les livres conversations. J'aime bien parler. Finalement, l'écriture, c'est ça. On se lève le matin. C'est vrai que la réalité est ennuyeuse. Je trouve la réalité tellement ennuyeuse. Moi, j'ai un tellement grand plaisir de me lever pour écrire. C'est fantastique d'écrire. C'est une chose incroyable. C'est vraiment un grand plaisir. Parce que la réalité, oh là là, c'est abominable. Alors, est-ce que c'est abominable ou alors est-ce que c'est une manière aussi, parce que finalement, quand vous passez votre réalité, vous dans la réalité, vous écrivez, vous faites de la poésie. Est-ce que c'est une manière aussi de voir les choses, une manière de voir la réalité ? Écrire, c'est s'inventer une réalité, c'est sûr. Et alors, dans votre recueil Guisane, vous avez dit quelque chose de très joli. Vous avez écrit quelques vers en disant « Merci mon père de m'avoir donné ce nom. Moi aussi je marche vers la filature du texte, dans l'usine de la littérature, où les ouvriers traitent avec la beauté, où il faut rester modeste et marcher sans demander son reste. » Donc j'ai trouvé ça très joli et aussi de lui remercier de votre nom, chemin, qui est vraiment quelque part à tous finalement quelque chose qu'on a à faire, qu'on a à prendre, qu'on a à emprunter dans la vie avec finalement peut-être les j'allais dire la routine quotidienne, mais en tout cas on a tous les jours en fait à prendre un chemin. Il y a toujours des choses sur notre chemin. L'entame d'un texte est très important. Michel vous le dira aussi. L'entame d'un texte, c'est pour ça, commencer un poème par « Merci mon père », tout le reste est écrit pratiquement derrière, puisque c'est l'essentiel qui a été dit. Et je ressens cette histoire de... Les écrivains, c'est comme des ouvriers. On va dans des filatures différentes, c'est tout. Quand on est sur un livre, on travaille 10 heures par jour. Moi, je me sens très souvent dans la filature du texte, oui. Je sens que je suis un ouvrier. J'ai mes outils, les dicos. J'ai des tas de choses comme ça. Et j'ai surtout le plaisir d'écrire. Je me fais une règle d'écrire tous les jours. Est-ce que vous vous surprenez parfois ? Est-ce que vos textes vous surprennent parfois, une fois écrits ? Des fois, ils me surprennent par leur médiocrité. Alors, je pensais pas du tout à ça. Non, je plaisante. Mais c'est vrai que mon travail, je le jugerais très inégal. Et il y a des choses qui me surprennent vraiment en bien. Quand j'ai écrit Guisane, j'étais dans une sorte de grâce. Je me levais tous les matins à 5 heures du matin et j'écrivais jusqu'à midi. Et oui, je dirais même tous les textes me surprennent. C'est-à-dire que je ne suis pas un poète des idées. Je n'ai pas une idée de texte avant de me mettre à la table de travail. Je laisse venir. C'est une inspiration. Non, ce n'est pas de l'inspiration. Je laisse venir, c'est de l'impro. C'est total impro. Et c'est souvent les lecteurs, ensuite, qui me mettent sur le chemin. C'est le cas de le dire, qui me mettent sur la voie de ce que j'ai voulu dire. Je suis pas un poète d'idées. Je suis un poète d'images, de sensations, de musique aussi. Et oui, tous les poèmes me surprennent. Le livre que j'ai fait avec Daniel sur le théâtre, les textes m'ont surpris parce qu'ils étaient très différents de ce que j'écrivais d'habitude. Ouais. Alors je vais quand même prendre le temps parce que c'est important aussi de vous présenter un peu plus aussi. Donc vous êtes né en 56, voilà, à Chambéry, où vous vivez aujourd'hui. Entre 76 et 2021, vous avez publié une quarantaine de livres, principalement de la poésie. Vous avez écrit pour le théâtre et le cinéma. Vous avez travaillé aussi, collaboré avec de nombreux peintres, photographes, dont Pierre Leloup, Annie Chemin, Nicole Lombard, Maxime Godard, Mylène Besson.
Daniel Berthet, bien sûr, et bien d'autres. Vous avez aussi, vous êtes musicien, vous avez collaboré. Non, je suis pas du tout musicien. J'ai travaillé avec des groupes de musique, mais moi, je suis nul en musique. D'accord. Donc, vous êtes nul en musique, mais vous avez tellement de talent par ailleurs. Et en tout cas, vous défendez, ça c'était quelque chose que je voulais aussi aborder avec vous, c'est la lecture publique. Oui. Puisque vous la défendez depuis 30 ans. Je sais qu'elle est chère aussi à Michel Dunant qui est ici. Qu'est-ce qui se passe finalement ? Qu'est-ce que vous défendez dans cette lecture à haute voix ? Voilà. On peut dire. J'ai rencontré Michel en 1985 lors d'une lecture. C'était à la médiathèque d'Annecy. Et on lisait des poèmes de Jean-Pierre Gandeboeuf, qui est un très grand poète. Qu'est-ce qu'on ressent ? Il y a un moment où la lecture, pour moi, des textes ne me suffisait pas. J'avais besoin de les partager avec la voix. La voix, c'est très important dans la poésie. Dire un poème, c'est l'ouvrir quelque part. Et donc, partager avec des publics différents, c'est quelque chose de très important. La lecture publique de poètes, ça m'a permis aussi de lire 200 ou 300 poètes. Pessoa, Rilke, Lorca, mais... C'est vrai que quand une poésie se lit, elle prend vie. Elle prend vie à travers finalement ce qu'on est. Il se passe vraiment quelque chose de très fort. Oui, et puis... C'est important Michel... pour le poète. Par exemple, Flaubert lisait à haute voix, ce qu'il appelait le gueuloir. Salammbô, il lisait ça chez lui à haute voix. Il voyait si ça passe ou si ça casse. Et déjà, le poète, moi je le fais pour voir si mon texte passe ou ne passe pas. Ensuite, voilà. Pour vous les le autres, testez en fait aussi à haute voix, royale. C'est-à-dire dans la sonorité, dans le rythme aussi. Et quand on écoute, moi c'est comme ça que j'ai connu Patrick, c'est comme ça. Non, Michel, non, c'est pas par la. Si, c'est par la lecture aussi. C'est de textes quand on les connaît, quand on les a lus et quand on les entend lire, que ce soit par l'auteur ou par un autre, c'est différent. On perçoit autre chose, d'autres choses. Dans la lecture, c'est lent, c'est c'est beaucoup plus vivant évidemment quand il est lu. Donc c'est vraiment pour moi c'est vraiment des choses différentes. On a une manière différente d'appréhender le poème. Ouais. À la Maison de la Poésie que vous dirigez, Michel Dunant, vous faites également des performances, des lectures. J'invite des poètes, oui. Par exemple, pour le Printemps des Poètes, nous avons reçu avec Jacques Ancet qui m'accompagne, qui présente avec moi. Nous avons reçu Patrick Lopin et François Migeot. Le 12, je recevrai Robert Picamillo et Patrick Chemin est venu 2 fois à la Maison de la Poésie. Les gens adorent quand c'est de la lecture à voix haute, parce que dans les livres, ils sont parfois un peu perdus, d'autant plus qu'il n'y a pas de ponctuation parfois. Alors, on est servi sur un plateau. Patrick, quand on lit à haute voix. Vous faites des lectures en ce moment, on peut vous écouter quelque part ? En ce moment, pas vraiment. Ça va venir, parce qu'avec la sortie du prochain livre, précédé par un puits... Alors, voilà. Je me retire de la vie pendant 2-3 ans. Et puis après, dès que j'ai un nouveau livre, je me remets dans la vie, je sors à nouveau. Je suis vraiment un ermite. Je vis en ermite, je passe ma vie à écrire. Et là, ça va être le moment où je vais revenir pour des lectures, oui. Donc votre prochain recueil paraît en mai 2023 dans la collection Des lieux et des visages de Toi Édition. Voilà, c'est le premier livre de cette nouvelle maison d'édition. Et c'est vrai que ça change énormément de travailler pour un éditeur, une éditrice dans le cas, Cécile Ossan. Quand on produit ces livres, on a une certaine pression. Quand on travaille pour un éditeur, c'est, comment dire, moi je me sens plus à l'aise. On est guidé quelque part et quelqu'un a confiance en vous. Quand on est face à ces livres, à ces autoproductions, c'est différent. Et ça permet, moi, dans ce livre précédé par un puits, ça m'a permis de descendre
un peu dans la méditation et d'aborder des choses que je n'avais pas forcément abordées avant. La puissance du minéral, la puissance du végétal, la communication. J'aimerais que vous entendre aussi concernant le travail que vous avez réalisé avec Daniel Berthet sur les apostilles. Alors peut-être rapidement, parce qu'on a peu de temps, mais peut-être rapidement présenter aux auditeurs ce que c'est et quelle est votre collaboration, Patrick. De quelle manière vous avez travaillé avec Daniel aussi autour de ce très beau projet. Daniel, peut-être que tu peux nous en dire 2 mots sur la forme, sur ce que c'est. Je peux dire rapidement comment m'est venue cette idée de faire cette collection des apostilles. Je faisais des assemblages d'images, de mes images. Depuis longtemps, je savais pas quoi en faire. Et un jour, en lisant Pessoa, le livre de l'intranquillité, je vais la lire, la phrase, parce qu'elle est essentielle. Lila, bien sûr. Tout ce que l'homme expose ou exprime est une note en marge d'un texte totalement effacé. Nous pouvons plus ou moins, d'après le sens de la note, déduire ce qui devait être le sens du texte. Mais il reste toujours un doute, et les sens possibles sont multiples. Et là, j'ai su ce que j'allais faire de mes assemblages d'images et j'ai commencé à le proposer à des écrivains, des poètes. J'ai proposé à Patrick, voilà. C'est ce qui me plaît tellement là-dedans, c'est le vide. C'est-à-dire, il n'y a que des notes de bas de page. Je ne veux pas d'histoire, je ne veux pas qu'on me raconte une histoire. Moi, je m'occupe juste de la couverture. Je demande aux écrivains, aux auteurs, aux poètes de faire simplement des notes de bas de page qui vont suggérer ça. C'est ce que dit Pessoa. Alors, Patrick Chemin, comment tu as abordé justement ces notes de bas de page finalement sur quoi? Sur comment tu as travaillé ça? C'était un travail sur le théâtre et les notes en bas de page pour un texte de théâtre, c'est très important. Comment dire, c'est vachement cool de travailler avec Daniel. C'est super cool. Mais ça ne m'étonne pas. C'est cette liberté que j'aime. On a beaucoup de liberté. Ouais. Elle m'a laissé aller où je voulais aller. Elle s'y est retrouvée. Elle a été ensuite dans son sens. Et on s'est rencontrés avec la finalité du livre. Alors on va marquer la dernière pause musicale, Le Serpent qui danse de Baudelaire, mise en musique et interprétée par Serge Gainsbourg. Et juste après, Odile Gasquet sera avec nous au téléphone, plasticienne graveur, qui aussi a vécu une expérience autour de cette postille. Apostille, pardon. Si je dis postille. Mais pourquoi pas. On se retrouve tout de suite après. Radio Grand Lac 92.1. Le grand bain de la vie locale. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Merci de nous suivre. Merci d'être avec nous pour la dernière partie de l'épicerie culturelle du territoire. Aujourd'hui, nous parlons du livre d'artiste, un sujet passionnant qui donne envie d'écrire, qui donne envie de dessiner, qui donne envie de partager et de prendre des chemins. Avec nous, Odile Gasquet, auteur aussi, plasticienne, graveur. Odile, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, peut-être qu'on peut vous entendre lire un poème de Patrick Chemin. Pose ta vie un moment près des iris sauvages du marais. Demeure un instant dans le secret des arbres. Ne demande rien, n'attends rien. La patience de la terre est infinie. C'est un long murmure depuis la nuit des temps. La vie est une éternité. Ne passe pas à côté. Parfois, la lenteur. Parfois, la précision du mot et l'humilité du chant. Parfois, du soleil. Parfois, tout en haut des cimes de l'imaginaire. Parfois, dans l'abîme du trop et des impasses de la pensée obsédante. Ton petit caillou, pose-le sur ton cœur,
Respire. Ta vie est une éternité. Ne passe pas à côté. Patrick Chemin. Merci beaucoup, Odile. Patrick, dans quel contexte vous aviez écrit ce poème ? C'est un lieu que j'aime. Vu qu'on est au bord du Grand Lac, on n'est pas bien loin des marais de Lavour. Et c'est un lieu où je vais pour me ressourcer, les marais de Lavour. Et c'est là où j'ai écrit ce poème. Très bien. Alors, j'aimerais reparler avec vous, avec vous, Patrick Chemin, et aussi Odile Gasquet des Apostilles. Donc, ce travail de collaboration proposé par Daniel Berthet. Alors, peut-être que vous avez vécu 2 expériences certainement différentes, 2 expériences, 2 chemins différents, que ce soit pour vous, Patrick Chemin ou Odile Gasquet, ou pour vous, Daniel Berthet. Est-ce que vous pouvez nous partager un petit peu ce que vous avez vécu, ressenti à travers ce travail de collaboration ? Je suis très ému parce que aujourd'hui, Daniel vient de m'apporter un 2e exemplaire, un facsimilé du premier livre que nous avons fait ensemble. C'était un livre qui existait à un seul exemplaire. Et je trouvais que c'était une idée géniale. Et on avait travaillé sur les oiseaux, travaillé sur des tas de choses. Et ce qu'il y a avec Daniel, c'est qu'on est en totale liberté. Et j'aime ça. Et ce qu'avait dit aussi, ce que disait aussi Michel Butor, où il parlait de liberté, de cette liberté, que ce travail-là est possible. C'est Michel Butor qui disait ça, ou je sais plus si c'est qui parlait en tout cas de l'importance de cette liberté dans le travail de collaboration. Odile Gasquet, je vais quand même aussi vous présenter aux auditeurs avant de vous entendre un peu plus sur la question. Vous êtes artiste, peintre, graveur, auteur aussi d'un livre, donc In vitro, désirer et vouloir, paru chez Jacques-André Éditions. Vous avez suivi des études supérieures d'histoire à la Sorbonne et à l'école normale sup de la rue d'Ulm, puis de peinture aux ateliers des Beaux-Arts de la ville de Paris. Aujourd'hui, vous habitez Lyon, vous exposez beaucoup. Et vous vous êtes rencontré avec Daniel Berthet. Je crois que vous appartenez à comment je peux dire, une association. Oui, on travaille ensemble dans une association de graveurs qui s'appelle l'Empreinte de Lyon. Voilà, que je dirigeais pendant 7 ans avec bonheur, parce que ça permettait de faire des expositions vraiment variées et puis en collaboration avec d'autres artistes et des lieux magnifiques. Pour les Apostilles, je connaissais le projet de Daniel, je m'y intéressais beaucoup, je trouvais l'idée géniale et très oulipo, un peu surréaliste, et ça me plaisait énormément en tant qu'idée. Et puis, un jour, à un moment donné, en parlant plus précisément des Apostilles devant un public, j'ai réalisé que c'était exactement la forme qui pouvait convenir à un texte que je n'arrivais pas à écrire. Et ça s'est vraiment imposé. J'en ai parlé à Daniel qui a été immédiatement enthousiaste. C'était vraiment comme une espèce de révélation sur une évidence, oui. Et voilà, on a travaillé là quelques mois ensemble. Moi, j'ai écrit mon texte très rapidement. Peut-être, est-ce que vous pouvez nous donner le contexte, même si c'est peut-être un petit peu oui, alors mais c'est peut-être plus facile pour les auditeurs de comprendre. Peut-être plus facile pour les auditeurs de comprendre. En fait, il y a 5 ans, j'ai perdu mon fils, mon petit Benjamin, qui était vraiment, voilà, un enfant formidable. Et évidemment, ça a été un choc extrême. Donc pendant 2 ans, je pouvais même plus lire, hein, donc c'était quand même compliqué. Et puis petit à petit, en reprenant mes gestes de graveur, j'ai retrouvé de l'énergie créatrice. C'est peut-être cette énergie créatrice qui m'a redonné une énergie vitale d'ailleurs, hein. Je pense que ça a été dans ce sens-là, pour le coup, salvateur. Et vous parliez tout à l'heure du peu et de la lenteur. Et moi, ce que je trouvais dans cette forme apostille avec la page blanche et juste des notes de bas de page, c'est qu'il y avait une grande place au vide. Donc une grande place pour le recueillement.
Donc vraiment le fond et la forme se rejoignaient incroyablement. Et puis il y avait tout cet incertain qui était ponctué par ces silences, les silences de ces pages blanches. Et franchement, je pense que le résultat, on est encore en train de le finaliser, mais va être magnifique. Alors dans la symbolique, il n'y a pas de mots. Je crois qu'on y est aussi. Daniel a apporté en tout cas la maquette. Oui. Est-ce qu'il y a un titre ? Oui, c'est le prénom du fils d'Odile. Oui, il y a un titre, ça s'appelle Raphaël. Superbe prénom d'ailleurs, superbe prénom. Ouais. Et oui, c'est en tout cas c'est magnifique, c'est magnifique. Qu'est-ce que vous avez ? Parce qu'il est vraiment là, c'est quelque chose de tout frais. Il est presque fini. Il est presque fini. Oui. Vous l'avez découvert, Odile ? Bien sous sa forme avec le papier par écran interposé, et mercredi on va ensemble avec Daniel faire le montage du livre. Voilà. Et c'est comme les autres, c'est un très petit tirage, et ça aussi ça convient parce que c'est tellement intime comme sujet que je voulais pas me lancer dans quelque chose qui serait c'est parfait. Et ça, quand il y a cette rencontre là entre deux artistes qui entre la forme et le fond trouvent ce bonheur de faire quelque chose de quasiment unique, c'est merveilleux, c'est un privilège. Alors, je voulais te remercier Odile de m'avoir confié ce projet. Et de m'avoir présenté Raphaël, que je ne connaissais pas, et que je connais maintenant un peu mieux grâce à toi, et avec lequel j'ai travaillé. Alors c'est en tout cas vu de l'extérieur, je trouve que c'est quand même un vrai cadeau finalement qui se fait de part et d'autre. Exactement. C'est vraiment un chemin nouveau de co-création. Finalement aussi où le vivant va intervenir, va apparaître au-delà de nous-mêmes. Je trouve qu'il y a toute cette dimension. Je peux peut-être la qualifier de divine. Enfin, alors après, chacun ses mots. Sacré. Plus, oui. Voilà, chacun ses mots. Mais qui apparaît et qui est là et qui finalement aussi nous apporte un vrai cadeau en fait, et nous permet en fait de continuer, d'explorer, de faire d'autres propositions et de vivre d'autres expériences. Oui, ce qui est formidable, c'est que en fait, on peut tirer de l'énergie même du plus profond désarroi, et que parfois on arrive à exprimer des choses qui sont très très ténues, mais très précieuses. Oui. En tout cas, j'aimerais bien, je sais pas si c'est prévu, la lecture des apostilles, mais je trouve que ça serait une performance tout à fait intéressante, absolument, à vivre. Absolument. Patrick Chemin, j'aimerais bien vous entendre. On aimerait bien vous entendre. Oui, c'est un extrait de mon prochain livre qui sort début mai, précédé par un puits. Et c'est un matin, en me réveillant, j'avais fait des rêves toute la nuit et j'ai eu envie d'écrire sur les rêves. Et dans ce texte, j'ai l'impression d'avoir saisi l'insaisissable. Je vous le lis. Les rêves sont comme ces poissons lumineux qui affleurent dans les temps sombres de la nuit, que la mémoire, à peine imprégnée, relâche dans le mystère de l'onde. C'est très très beau. Oui. En tout cas, pour conclure, je trouve que c'est pour conclure l'émission, puisque nous arrivons à terme de l'émission, il est 14h. Je trouve que c'est... Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? C'est la poésie. Moi, je vais vous lire quelque chose, parce que je trouve que ça tombe tout à fait bien aussi. C'est Tout est dit. Tout est dit, donc un poème, extrait du recueil d'ailleurs du même nom, paru aux éditions Édite Inter. J'ai des problèmes avec les mots, vous voyez. J'aime les mots, mais j'ai des difficultés souvent avec les mots. Donc de Michel Dunant. J'écris pour voyager, j'écris pour écouter, j'écris pour regarder, j'écris pour respirer, pour tomber amoureux sans répit de la vie. Tout est dit et redit.
l'existence est comptée. C'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Ouais. C'est très beau. Tout est dit. Tout est dit. Ouais. Tout est dit, mais... Tout reste à dire, c'est ça ? Oui, on est là pour apporter un son de cloche. Lequel ? Le nôtre, tout simplement. Hein. Merci, en tout cas, un grand merci à vous d'avoir participé à l'émission. Patrick Chemin, Merci, Anne. Daniel Berset, Merci Michel Denay, Dunant. vous voyez, je vous avais dit, et Odile Gasquet. Un grand Oui, merci. un grand aussi. remerciement. Merci. Merci à vous aussi, chers auditeurs, de nous avoir suivis. On se retrouve lundi dans 15 jours, même heure, avec de nouveaux invités. Pour ceux et celles qui souhaitent réécouter, il y a un podcast de l'émission qui sera disponible sous peu sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac. Retrouvez-nous aussi également sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Merci et à très bientôt. Radio Grand Lac.